Oui, voilà, donc le prix Pandore, c'est aujourd'hui sa 2e édition et il récompense un texte qui est la forme d'un essai, d'un roman ou toute autre forme autour d'un personnage de femme invisibilisé. Donc nous sommes particulièrement attentives à 3 critères. Bien sûr la personnalité choisie, mais aussi la créativité du texte et évidemment le sérieux des informations qu'il nous apporte. Alors cette année, je crois que c'est à moi de le dire, nous avons récompensé le très beau texte d'Hélène Froire sur Jacqueline Manicom, La Révoltée, aux éditions de l'Atelier. Voilà, elle peut nous rejoindre. Bonjour, alors on est très contents parce que cette année on a récompensé vraiment une femme invisibilisée, donc on est vraiment dans le cœur de ce que doit être ce prix. Donc vous êtes historienne et journaliste, mais je crois que là c'est quand même l'historienne qui a pris le pas sur la journaliste, parce que c'est une biographie, j'allais dire au sens très classique du terme, biographie extrêmement précise et documentée. Mais pourquoi vous êtes intéressée à cette femme ? D'abord, merci beaucoup pour le prix. Je suis très, très honorée de le recevoir et émue. Alors, c'est la biographie, je dis en 2 mots, d'une Guadeloupéenne qui a été militante féministe dans les années 70, qui a connu Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, qui a été aussi autrice de 2 ouvrages et qui s'est suicidée en 1976. Donc je dis ça pour que les gens puissent voir à peu près. Elle avait 41 ans, donc c'est une vie brève. Et si je me suis intéressée à elle, alors c'est ma double casquette d'historienne devenue journaliste et que je m'intéressais beaucoup à la façon, c'est pas toujours très connu, mais dont la France a traité différemment les femmes dans l'Hexagone et les femmes des territoires d'outre-mer en ce qui concerne leur fécondité. Pour le dire vite, jusqu'aux lois sur l'avortement et la contraception, les femmes dans l'Hexagone étaient priées de faire plein d'enfants. On se rappelle, De Gaulle disait « faites des beaux bébés ». Et au contraire, dans les Antilles notamment, on leur demandait d'en faire moins. On avait très peur de la natalité jugée trop importante des femmes des Antilles. Donc il y avait un 2 poids 2 mesures que je trouvais très intéressant. Je voulais le raconter en tant que journaliste, et en tant que journaliste, on cherche toujours une figure ou un personnage qui peut incarner un peu. Et donc j'ai commencé à regarder un peu du côté du planning familial de Guadeloupe, qui avait été une institution importante, et je suis tombée sur sa fondatrice, Jacqueline Manicom, et il y avait des choses très disparates, des petits bouts par-ci par-là, quelques petites choses qui existaient, mais pas grand-chose. Mais plus je trouvais ces traces, plus je voyais se dessiner un parcours vraiment très singulier de cette femme sortie d'une famille indienne, enfin peut-être qu'on en reparlera, très très modeste, et puis qui finit comme ça autrice, et qui avait été sage-femme et qui avait été militante et qui avait fait des avortements. Enfin bref, je me dis mais cette personne est assez incroyable, et je découvre qu'il n'y a rien sur elle, et donc je me lance dans l'enquête et ça donne le livre. Voilà. Je crois qu'on a toutes été vraiment intéressés par ce livre, et je ne sais pas, autour de la table, on n'en a pas vraiment parlé au jury. Moi, j'avais jamais entendu parler de Jacqueline Manicom, et les autres non plus. Jamais. Et pourtant, Chantal Bigot, qui s'occupe vraiment... Chantal, est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît ? Chantal est libraire d'anciens et elle est spécialisée dans les ouvrages de femmes. Donc, elle connaît des tas de femmes dont, personnellement, je n'avais jamais entendu parler avant d'en parler avec elle. Et pourtant, vous n'aviez jamais entendu parler de Jacqueline. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, et donc ça m'oblige à me remettre en cause, évidemment, en tant que libraire d'anciens spécialisée dans les écrits de femmes. Et évidemment, j'ai été très curieuse de découvrir cette personnalité, et la photo qui est en couverture du livre est tout à fait éclairante sur le destin singulier de cette femme. Elle était donc féministe. Josiane, ça serait bien de montrer la photo. Et elle est derrière Simone de Beauvoir. Et en fait, et donc, on la voit, mais en fait, on ne la voit pas. Elle est toujours à l'arrière-plan. Et c'était tout à fait épatant que vous vous intéressiez à elle. Oui, et j'y pensais hier, on se rappelait le slogan qui avait été mis sur l'Arc de Triomphe, hein, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme, mais j'ai envie de dire, il y a plus inconnu que la femme du soldat inconnu, c'est la femme noire.
Et de fait, être une femme non blanche, disons, puisque c'est difficile à définir, mais était probablement une entrave de plus pour se faire reconnaître. Et donc, c'était l'intérêt. Il y a d'autres figures. Je suis pas arrivée seule dans ce mouvement. Il y a beaucoup de redécouvertes de ces figures, notamment antillaises, féministes et écrivaines. Et donc, voilà, c'était l'occasion d'aider à cette redécouverte. Mais une chose m'a étonnée quand même, c'est que vous la décrivez comme en effet non reconnue. Or, quand vous parlez de son livre, d'abord le manuscrit a été lu par Simone de Beauvoir, c'est pas arrivé à tout le monde, déjà, première chose. Et ensuite, vous dites qu'elle a eu un article de Bertrand Poirot-Delpech. À l'époque, Bertrand Poirot-Delpech était le feuilletoniste du Monde, c'était la chose la plus prestigieuse qu'on pouvait avoir quand on sortait un livre. Donc c'est pas tellement ne pas être reconnu et être invisibilisé qu'avoir ça. Oui, en fait, il y a deux temps. C'est une femme qui a obtenu une reconnaissance au moment de ses livres, donc en 72, puis surtout en 74, son deuxième ouvrage, et elle meurt en 76. Et donc, effectivement, elle a été reconnue quelques années, mais après sa mort, elle est tout de suite réoubliée. Donc, elle a été reconnue, mais très vite retombée dans l'ombre. Donc, c'est vraiment un moment comme ça. Voilà. Voilà. Sabine ? Le sentiment de moi, c'est le souvenir que j'ai gardé de cette lecture, que c'était jamais elle finalement qui était sollicitée, qui était au premier rang dans les luttes de l'époque féministes, mais que évidemment c'était à double tranchant, mais c'était plutôt Delphine Seyrig, c'était des personnalités, disons, plus parlantes pour les journaux, pour l'opinion publique, pour tout ça, et que donc elle a été il me semblait doublement invisibilisée, c'est-à-dire à la fois par ce que vous décrivez de son origine, sa condition, blablabla, mais également par ses pairs en quelque sorte. C'est pour ça que la photo dont parlait Chantal est tout à fait éclairante. Elle est derrière comme ça, mais voilà. Oui, tout en ayant bénéficié en effet de l'appui de Simone de Beauvoir, de ce papier de Poirot, de Poirot-Delpech. Alors sur l'appui de Simone de Beauvoir, je précise que Simone de Beauvoir, comme l'ont montré deux historiennes, notamment Marine Rouche, était quelqu'un qui recevait énormément de lettres de femmes et qui les soutenait. Elle a soutenu beaucoup d'autrices, des autrices antillaises. Et donc, elle n'était pas la seule à être soutenue. Mais pour rebondir, oui, en fait, le féminisme de la seconde vague, donc ce féminisme des années 70, qui va permettre d'obtenir le droit à la contraception et à l'avortement, sur le moment, les militantes sont très actives, elles n'ont pas le temps d'écrire leur histoire. Et quand elles vont l'écrire, comme toujours, l'histoire va retenir les plus importantes. Elles vont écrire l'histoire des plus célèbres. Donc, on connaît Delphine Seyrig, voilà des noms, Simone de Beauvoir qui a participé, Gisèle Halimi. Mais on va oublier toutes ces militantes qui ont existé, qui ont fait partie de ce mouvement. Et il y a depuis, je dirais, quelques années, une redécouverte de ces militantes de province, puisqu'on a beaucoup axé sur les militantes parisiennes, mais il y avait des militantes dans des petites villes, militantes de milieux populaires qui étaient mal connues, mais qui commencent à être redécouvertes. Et Jacqueline Manicom est une femme de milieu populaire. Et puis donc, à travers Jacqueline Manicom, militante aussi non blanche, qui faisait partie de ce mouvement. Et je pense que tout ça permet de redessiner avec plus de nuances ce mouvement féministe. Et donc, à ce titre-là, c'est assez intéressant. Et mon livre s'inscrit vraiment dans d'autres ouvrages et d'autres recherches sur toutes ces militantes qu'on avait complètement oubliées. Mais justement, moi, ce qui m'a le plus frappé, au fond, c'est que ce qui n'a pas été reconnu, je trouve, c'est tout le travail qu'elle a fait, le travail de fond sur le planning familial, sur ce qu'elle a fait pour les femmes guadeloupéennes. Et ça n'a pas été vraiment reconnu, au fond. Ça a été, on a considéré que c'était normal que ça ait été fait par quelqu'un, mais c'est elle qui l'a fait. Oui, alors son action en Guadeloupe était assez oubliée. Donc, pour dire en deux mots, donc cette femme qui naît en 35 dans une Guadeloupe qui est encore une colonie française, et dont la mère va être enceinte 20 fois en 20 ans, avec 10 enfants vivants, 10 enfants morts. Elle-même a une grossesse imprévue très jeune, non planifiée, et puis elle est sage-femme, donc elle voit les effets de l'absence de contraception. Enfin, la question se pose pas du tout. Donc, que ce soit des avortements clandestins avec leur lot de mutilations et de morts, ou que ce soit des grossesses non désirées avec des femmes qui se retrouvent avec des enfants dont elles n'avaient pas envie, trop d'enfants. Donc, pour elle, la contraception est centrale, et quand elle va découvrir le mouvement du planning familial, je passe les détails, mais elle va se battre pour créer un planning familial en Guadeloupe avec d'autres militants progressistes de l'île. Et cette partie, effectivement, de son combat a été complètement oubliée. Ce qui a été retenu, c'est son deuxième livre en France. C'est son deuxième livre qui s'appelle La Graine, son expérience de sage-femme, qui est un livre qui a été très bien reçu dans le milieu féministe, très apprécié. Et c'est assez intéressant, notamment, de voir que son premier livre, qui est un livre qui parle beaucoup plus de ses liens avec la Guadeloupe et de la question du racisme, a été très lu dans les milieux anglo-saxons, qui avait une forte appétence pour des voix caribéennes, mais très peu connues. Et même encore aujourd'hui, quand je parle de Jacqueline Manicom,
on s'intéresse plutôt à la partie féministe et moins à sa partie de sa relation avec la Guadeloupe, le mouvement indépendantiste guadeloupéen, qui était assez fort, les tentations indépendantistes des Antilles et les questions du racisme. Non, je reviens un petit peu en arrière parce que ça me faisait penser ce que vous disiez en fait avec la femme noire du soldat inconnu. En fait, on est vraiment sans doute dans un autre mouvement désormais qui est de découvrir l'invisible des invisibles, c'est-à-dire de ne pas cesser en fait de continuer à aller voir les minorés. Je reprends la déclaration pleine d'humilité de ma voisine. Je suis professeure de littérature, je n'avais jamais non plus entendu parler de cette femme et en fait je ne cesse de travailler sur les invisibiliser en me disant mais je dois invisibiliser d'autres gens parce qu'en mettant la lumière sur telle personne et tout ça et tout ça. Je pense qu'on est quand même dans un mouvement de fond qui ressemble aussi un petit peu à ce qu'on fait au théâtre où on s'intéresse par exemple désormais aux couturières, aux directrices et en fait il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Voix d'or et petites mains et ça me fait vraiment penser à Delphine Seyrig du coup qui est la voix d'or et du coup aux petites mains parce que le fait qu'elle ait été vraiment aux manettes de choses techniques en fait et les mains dans le cambouis j'allais dire c'est peut-être aussi ça qui fait que elle a été encore plus minorisée que les autres. Oui, c'est vrai parce que donc c'est une sage-femme qui travaille à l'Assistance publique de Paris. C'est vraiment le début de l'immigration antillaise en France, enfin dans l'Hexagone. Elle est vraiment précurseur pour ça. Donc elle est assez seule en tant qu'antillaise à l'hôpital et elle a fait des avortements clandestins comme d'autres. Mais effectivement, c'est pas une figure visible et c'est pas une théoricienne. Et je pense que ça lui aussi beaucoup nuit. Ses livres sont pas du tout des livres théoriques, sont des livres très ancrés dans son expérience et autobiographiques. En fait, c'est ce que j'ai compris. Tout ce qu'elle écrit, à chaque fois que j'ai pu recouper, c'est toujours vrai. Donc en fait, c'est vraiment son expérience personnelle. Et pour toutes ces raisons, elle est mal reconnue. Et puis, il faut dire que donc la Guadeloupe et la Martinique ont une tradition littéraire très ancienne, qu'on connaît pas toujours. Donc, on la connaît mieux pour la Martinique avec Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, etc. Enfin, il y a une tradition plus connue. Mais du côté de la Guadeloupe, où il y a beaucoup d'autrices depuis très longtemps, elles sont très mal connues. Moi-même, je les connaissais pas. J'ai appris beaucoup de choses en faisant cette enquête. Et il y a de nombreuses autrices dont on n'a jamais entendu parler. Et même, j'ai vérifié, ça a peut-être changé, mais Marie Scondé, donc, qui est la plus connue des autrices guadeloupéennes, en tout cas, quand j'ai vérifié, n'avait jamais fait partie des programmes scolaires. Alors, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'en sais, n'avait pas fait partie des programmes scolaires. Alors qu'il faut voir qu'avant même qu'elle soit reconnue en France, c'était une star vraiment incroyable aux États-Unis. Marie Scondé, c'était la grande écrivaine quand même, française. Elle était vraiment très connue. Donc il y a aussi les Américains préfèrent les Noirs quand ils sont pas américains. Voilà, mais donc je pense que les deux choses, comme vous dites, à la fois le fait qu'elle soit une sorte de petite main du mouvement et puis qu'elle soit antillaise, ça a doublement joué dans le fait qu'elle était réoubliée. Effectivement, comme vous le dites, pas oubliée de son vivant, mais réoubliée après sa mort. Alors, il y a un personnage qui m'intrigue dans votre livre, c'est le mari. Vous pouvez parler du mari ? Le deuxième ? Oui. Deuxième. Donc Jacqueline Manicom. Je veux dire un mot du premier aussi, mais il ne compte pas vraiment dans l'affaire pareil. Donc elle arrive à Paris en 52. En fait, elle fait l'école de sage-femme de Martinique parce qu'elle n'a pas pu être médecin, parce qu'elle n'a pas pu passer son bac, parce qu'elle a dû aider sa maman enceinte pour la 17e fois. Et pour elle, c'est un déchirement. Elle est la première de sa famille à être allée à l'école. Elle vient d'une famille créolophone d'agriculteurs de Guadeloupe, donc vraiment, aller à l'école, c'est assez extraordinaire déjà. Et il se trouve que c'est une élève extrêmement brillante, et elle arrive jusqu'en terminale, ce qui est très rare. Elle ne peut pas passer son bac, c'est une très grande désillusion. Je vous passe les détails, mais elle va réussir à devenir sage-femme. Et là, elle décide de partir à Paris, au lieu de faire ce qu'elle aurait dû faire, rentrer en Guadeloupe, où elle aurait eu une bonne position sociale, parce que sage-femme, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait encore beaucoup de matrones traditionnelles, donc c'était assez réputé. Elle décide de partir à Paris. C'était une femme qui était très énergique, qui avait beaucoup de volonté. Elle voulait voir le monde, je pense, et se former, parce qu'elle était très bonne sage-femme. Et elle va tomber amoureuse d'un homme. Elle n'a jamais eu d'homme dans sa vie. Elle est vierge, elle le dit. Elle a donc 20 ans, 21 ans. Et elle croise cet interne. Il est beau, il est blanc, il vient d'une famille très bourgeoise parisienne. Et ils ont une histoire d'amour. Et elle tombe enceinte, ce qui est très banal dans ces années. Et en fait, ça va se passer très mal, parce que vous pouvez imaginer entre une petite sage-femme venue des campagnes de Guadeloupe, dont les parents sont agriculteurs créolophones, et une famille de la très grande bourgeoisie parisienne, catholique et blanche, il y avait un côté grand écart, qui était pas que la race, c'était aussi social. Ça se passe très très mal. Elle a un enfant, mais elle fait une tentative de suicide. Elle divorce, ils divorcent tous les deux, et elle repart. Et puis finalement, elle revient à Paris. Et pendant qu'elle est en Guadeloupe, elle va rencontrer son deuxième mari, qui lui est un militant maoïste, Yves Le Tourneur, qui fait partie, qui est un militant. Peut-être pendant la guerre d'Algérie, qui est militant pendant la guerre d'Algérie, et surtout qui, au lycée en Guadeloupe, fait partie de ces profs qui ont beaucoup soutenu le mouvement indépendantiste d'un point de vue théorique.
par son maoïsme, en fait, sa pensée sur la politique. Et donc, elle a ce couple. Et très vite, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les deux, finalement, deux figures militantes. Mais quand il rentre à Paris, comme elle le dit, lui, il milite, il est prof, hein, il est agrégé de philo. Il milite et l'appartement est rempli de ses réunions et c'est animé et tout ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses gardes de sage-femme, elle fait les courses, elle fait à manger, elle s'occupe des enfants. Et elle le dit, pendant les premières années, j'ai rien pu faire. Et donc, elle écrit comme elle peut pendant ses gardes, etc. Donc, on voit bien le déséquilibre très typique de ces années où, en gros, monsieur fait de la politique et madame s'occupe des couches des bébés, quoi. C'est à peu près ça. Et donc, son écriture, c'est vraiment une écriture qu'elle fait à la force du poignet, quand elle peut, dans les moments où elle peut. Et voilà. Et je sais pas si... Mais le mari lui a survécu, évidemment. Ce mari est mort, donc son deuxième mari est mort il y a quelques années. Oui, c'est ça. Donc, il lui a survécu et il n'a, au fond, rien fait pour faire vivre sa mémoire, sa postérité. Non, mais ils étaient au bord du divorce. En fait, ça a joué dans son suicide, au bord du divorce quand elle est décédée. Enfin, ils étaient en train de se séparer. Et effectivement, vous avez raison, je l'avais jamais pensé comme ça, mais il n'a pas fait grand-chose pour sa postérité. C'est vrai. Oui, vous avez raison. Et on a l'impression que quand on vous lit que bon, ils étaient quasiment, ils allaient divorcer, mais on échappe au divorce par le suicide, si on peut dire, et que le mari disparaît. C'est-à-dire que le mari ne se préoccupe pas du tout de cette femme qui vient de se suicider. Oui, vous avez raison. Et pourtant, il reste un militant très actif. Hein. Jusqu'à la fin de ses jours, ça a été un militant anticolonialiste, militant politique. Mais effectivement, il n'a pas fait vivre du tout l'œuvre de sa femme. Parce que moi, ce qui m'apparaît dans votre livre, de la parole à Muriel, c'est que c'est vraiment l'histoire d'un destin brisé. C'est l'histoire d'un désastre, en fait. Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, moi je suis historienne de formation, hein, j'ai longtemps été historienne avant d'être journaliste, et ce qui m'intéressait dans le roman, enfin dans le roman non, c'est pas un roman, c'est une biographie, pardon, le mot m'a échappé. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était de me dire, à travers ce personnage singulier, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'historienne. Et notamment, son suicide m'a beaucoup intéressée. Elle se suicide en laissant une lettre dans laquelle elle dit « c'est trop dur d'être pauvre, noire et femme », ce qui est tout un programme quand on lit ça. Et je me suis dit, la raison psychologique de son suicide, je peux pas la connaître, je suis pas psychologue, je l'ai pas connue, cette femme, je vais pas inventer. En revanche, en tant qu'historienne, en tant que formée aux sciences sociales, je peux me dire, qu'est-ce qui, dans la société, a fait qu'à un moment, ça a été trop dur? Et ça, je trouve ça très intéressant de se dire, elle a fait cette femme avec ce qu'elle pouvait. Donc c'est une femme très courageuse qui franchit toutes les barrières, qui devient ce qu'elle n'aurait jamais dû être, c'est-à-dire une écrivaine, dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, hein, puisqu'elle a été élevée en créole dans ses petites années. Donc elle va vraiment jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, mais à un moment, il y a une espèce de plafond de verre qui s'impose à elle, et c'est ça que j'ai essayé de décrypter. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était qu'être militante féministe noire dans le Paris des années 70? Et c'est là où on voit qu'en fait, c'est trop dur à un moment. Mais autre chose m'a frappée, c'est que elle ne cherche pas à séduire. Or, à ce moment-là, il me semble que pour réussir, il fallait chercher à séduire. Et elle cherche jamais à séduire. Elle est très claire, elle est très, très nette. Et elle n'use pas de cet argument de séduction. Oui, c'est vrai. Donc, il se trouve que c'était une très belle femme, hein, qui plaisait beaucoup, mais qui n'était pas séductrice. Et surtout, je crois, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est quand j'ai lu ces livres, j'ai été un peu décontenancée. Moi, je rêvais de trouver l'écrivaine. J'allais me dire, voilà, j'ai trouvé le nouveau Proust, quoi. Enfin, j'exagère, mais et en fait, c'est une écriture qui m'a un peu décontenancée au début. Et ça m'a interrogée, parce que c'est toujours le côté de venir des sciences sociales. On se dit, si j'ai éprouvé ça, pourquoi je l'ai éprouvé? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai lu? Et je l'ai lu avec les yeux de quelqu'un, moi j'aime beaucoup lire, hein, qui a une tradition littéraire qu'on m'a apprise. Hein. J'ai aimé un certain type de littérature. Et qu'est-ce qui m'a gênée dedans? Et en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que ce qu'ont montré les chercheuses, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits féministes des années 70 qui ont été dévalorisés parce que considérés comme pas de la littérature, justement. Il y a eu beaucoup d'écrits féminins qui étaient des écrits de témoignages ou des écrits... qui prenaient beaucoup de formes, mais qui n'étaient pas considérés comme de la littérature et qui ne font pas partie aujourd'hui des anthologies littéraires. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressée hier d'entendre toutes ces femmes dont j'avais jamais entendu parler. Je me dis quand même, il y a un processus d'invisibilisation un peu systématique. Mais en tout cas, dans les années 70, ça passait beaucoup par l'idée que ces textes n'étaient pas de la littérature. Et donc, je pense que c'est aussi cet aspect-là qui est intéressant à voir. Moi, je voulais intervenir sur le suicide. Mais vous en avez finalement déjà pas mal parlé. Mais c'est vrai qu'en lisant le livre, on n'a pas la sensation que ça va vers là, en fait, que ça va vers la mort.
parce qu'elle a quand même justement une pulsion de vie et de combat qui est très, très attachante. Et le suicide nous fauche. Et j'entends déjà la réponse, donc, puisque vous pensez que c'est vraiment la machine à broyer sociale qui l'amène là, parce que la rupture, on n'a pas la sensation que ce soit la vraie raison, mais plus un ensemble de critères. Et sauf erreur de ma part, elle travaille énormément ses textes, elle se fait retoquer plusieurs fois. Est-ce que ça peut participer pour vous de son découragement ? Alors pour ce texte, non, parce qu'au moment où elle se suicide, en fait, elle écrit depuis début des années 60, et son premier livre paraît en 72. Donc c'est long, mais elle a enfin réussi à se faire publier, et en 74 aussi. Elle a un nouveau livre en préparation, et elle est invitée à la radio, à France Culture. Enfin, elle devient comme une figure assez reconnue. Donc je pense que c'est pas ça, mais je pense que c'est des choses impalpables et non dites, et qui sont cruelles parce qu'elles sont non dites, donc non compréhensibles. Et c'est une femme qui faisait pas du tout partie des milieux militants antillais. Donc elle n'est pas venue comme étudiante, elle n'était pas dans les milieux politiques, contrairement par exemple à Marie Scondé que j'ai interrogée et qui m'a bien montré qu'elle était insérée dans des mouvements politiques. Et donc quand elle entendait quelque chose de raciste, par exemple, elle l'interprétait à l'aune d'une pensée politique. C'est pas le cas de Jacqueline Manicom. Et je pense qu'en fait, sur les deux côtés, ses liens avec son mari et la question de son antillanité, elle n'avait pas de mots pour complètement formuler ça. Donc le mari, c'est l'idée que, elle l'a dit elle-même, on lui a toujours appris à vivre avec un mari, et elle a beaucoup de mal à se penser sans mari, et elle le regrette en même temps, mais elle dit, c'est comme ça qu'on m'a élevée, il faut être aimé de son mari, etc. Et puis sur la question de son antillanité, c'est qu'en fait, elle a été vraiment victime de ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-agressions racistes du quotidien, c'est-à-dire des remarques, des petites choses. La lectrice qui lui écrit une lettre émerveillée, qui se veut une lettre très très encourageante, en lui disant « Mais j'adore les femmes métisses, vous êtes superbes, un peu félines » ou je sais pas quoi, qui est quand même un condensé je trouve plus le mot, de clichés sur la femme noire. Et ça, elle l'a tout le temps, et c'est très dur, et c'est d'autant plus dur qu'elle le sait, elle le dit dans ses livres, mais elle n'a pas une pensée théorique politique qui lui permet peut-être d'y faire face. Je vois Frédéric Maget debout, donc ça veut dire que le couperet va tomber bientôt. Donc, avant qu'il ne tombe, je voudrais que vous lisiez deux petits paragraphes, parce que vous dites que ce sont deux anecdotes qui montrent sa soif de reconnaissance, et en effet, ça me paraît très parlant. C'est au moment de la publication de La Graine. Je ne vois rien sans mes lunettes. Donc Oui, mais on en est toutes là, c'est terrible. Non, vraiment, je ne veux pas vous avoir égratigné. Et si vous l'avez senti ainsi, pardon. En novembre 1972, le critique littéraire Bertrand Poirot-Delpech répond aimablement à Jacqueline, qui s'est plainte d'un compte-rendu de son roman. L'article, publié dans Le Monde, était loin d'être hostile, même s'il soulignait le caractère modeste de l'ouvrage. En avril 1973, c'est à l'éditeur François Maspero que Jacqueline Manicom écrit, furieuse, de découvrir que Mon examen de blanc, donc son premier livre, n'est pas en vente dans les rayonnages de sa librairie du quartier latin, qui est la vitrine des combats progressistes. À la caisse, on lui expliquait que le livre n'était pas bon. Elle crie à la censure. N'est-ce pas au client de décider de l'intérêt ou pas de ce roman, je cite, qui s'élève contre le colonialisme français aux Antilles et évoque la possibilité d'une libération nationale ? Et alors, est-ce que quelqu'un ici connaissait Jacqueline Manicom ? Parce qu'il y a peut-être des gens moins nuls que nous. Il n'y a pas fou, là. Ah, une personne, waouh. Bravo. Oui, oui. Une seconde. Madame, je vais vous apporter un micro parce qu'il faut que tout le monde profite de votre question. Ou de votre remarque. Voilà, je vous remercie parce que c'est une autre découverte aussi. Mais en vous entendant et vous écoutant, je pense à ce qu'a fait Françoise Vergès sur l'île de la Réunion, l'île dont je viens, qui a travaillé sur le ventre des femmes et sur le grand scandale qui s'est passé dans les années 70 et tout ça, sur la fécondité, enfin tous des scandales énormes qu'il y a eu sur cette île. Bon, je connais pas tellement la Guadeloupe, hein, je connais la Réunion plus, mais voilà. Donc merci. Bon, donc à part une seule personne,
Ici, personne ne connaissait Jacqueline Banicom, donc normalement, vous devriez vendre beaucoup de livres. En Il y a tout cas, une logique. en tout cas, personne n'aura d'excuses en quittant cette Non. salle. On va pas fermer la porte et vous obliger, mais quand même, ce serait pas mal. En tout cas, merci Frédéric, alors merci. Ben merci Je n'ai merci pas. à vous et je pense qu'on peut applaudir très chaleureusement Hélène Frouard.